Alors donc je vais commencer en vous expliquant un peu comment j'ai rencontré Louis-Jacques Galland. Comme le disait Elisabeth Pilet, donc je suis chargé à la conservation régionale des monuments historiques de la DRAC d'instruire les dossiers de protection au titre des monuments historiques. Et donc en 2021, donc à l'occasion d'une demande d'inscription au titre des monuments historiques des parties communes d'un immeuble situé dans le 8e arrondissement rue de l'Arcade. Donc je suis tombé sur un ensemble de vitraux, effectivement, qui portaient la signature Jacques Galland, un ensemble de verrières à motif végétal entièrement peintes à l'émail. Alors à l'occasion de l'instruction de ce dossier, j'ai essayé de replacer ce travail dans l'œuvre plus générale de Louis-Jacques Galland et d'établir des comparaisons en fait avec d'autres réalisations qu'il aurait pu faire. Alors la chance que j'ai eue alors, c'était de tomber grâce à une mention qui figurait dans l'ouvrage que Laurence de Finance a consacré au vitrail dans les départements de la Petite Couronne au 19e et 20e. Donc je suis tombé sur une mention d'une source vraiment fondamentale pour la connaissance du travail de Galland. Une liste de ses principaux travaux, publiés en 1913, donc à un moment où sa carrière était déjà très avancée. Et c'est une sorte, si vous voulez, cette liste prend place dans une sorte de catalogue publicitaire, le catalogue modèle de l'architecte, qui était destiné à fournir aux architectes les références de tous les corps de métier susceptibles d'intervenir sur un chantier. Et donc dans la catégorie vitrail, eh bien, Louis-Jacques Galland il figure aux côtés d'autres peintres verriers de la même époque, plus connus que lui, comme Félix Gaudin, le Parisien, ou Jacques Gruber, le Nancéen bien connu, ou encore Janin et Benoît, également de Nancy, ou pour la région parisienne, Gaëtan Janin de Boulogne-Billancourt. Alors ce document donc, que vous voyez à l'écran, il m'a permis de commencer un inventaire de l'œuvre de Galland à Paris. Paris, c'est sa ville de naissance, et c'est la ville où il a passé toute sa vie. On sait qu'à partir des années 1990, il habite et il travaille dans le 17e arrondissement. C'est à Paris également qu'est concentrée une bonne partie de son œuvre. Alors cet inventaire, qui est un travail en cours, il m'a montré la fragilité en fait de ce patrimoine verrier privé, puisque une bonne moitié des verrières, des lieux qui sont donc une bonne moitié des verrières qui ont été réalisées pour des hôtels particuliers ou pour des immeubles à Paris et qui sont donc cités dans la liste, donc a disparu. Mais cette liste a quand même permis d'identifier des réalisations, parfois très intéressantes, parfois beaucoup plus modestes, qui n'étaient pas documentées jusqu'alors et qui, sans cette source, seraient restés anonymes parce que ce sont généralement des vitraux qui ne sont pas signés. Alors le catalogue modèle de l'architecte comporte donc sous le nom de Louis-Jacques Galland la mention décoration, vous le voyez, décoration, vitraux, céramique. Alors en réalité pour l'instant il y a peu de traces de son activité comme céramiste, mais la question mériterait d'être creusée. Alors j'ai retrouvé sur internet la photo de ce vase, qui est aussi intéressant pour son inscription, très développée. Elle mentionne donc sa première adresse dans le 17e arrondissement, 14 avenue Gourgaud. Et donc elle est le témoignage donc, de cette activité de céramiste qui n'est pas encore très connue. Alors de la même façon, donc, la mention parle de décoration. Or, il y a
peu de chantiers de peinture décorative de Galland qui sont attestés pour l'instant. Alors, à part le chantier donc, du pavillon japonais du domaine royal de Laeken à Bruxelles, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, le plus important de ces chantiers de peinture décorative connus pour l'instant, il est mené vers 1900 pour le restaurant du pavillon Le Doyen sur les Champs-Élysées. Donc pour ce restaurant, il revêt les murs de la salle de l'étage de peinture décorative néo-pompéienne. Mais c'est l'activité de peintre verrier de Galland qui semble lui avoir assuré la plupart de ses commandes, très largement, et c'est donc sur cet aspect que je vais concentrer ma présentation. Alors, il était pourtant, Louis-Jacques Galland, par ses origines, prédisposé, si on peut dire, à devenir plutôt peintre que peintre verrier. En effet, c'est le fils de Pierre Victor Galland, qui est un grand peintre décorateur du Second Empire et des débuts de la Troisième République, un peintre très connu de son temps, qui participe au décor de monuments publics, le Panthéon, la Sorbonne, l'Hôtel de Ville. Sur la diapo, on a à droite une esquisse d'une de ses œuvres pour la galerie des métiers donc de l'Hôtel de Ville. Il réalise également à Paris, donc Pierre-Victor Galland, des décors pour de nombreux hôtels particuliers. On peut citer l'hôtel Caille, qui est l'actuelle mairie du 8e arrondissement. On peut citer aussi facilement accessible l'hôtel Jacques Marandré. Il en réalise le plafond pour le salon de musique. Et puis par ailleurs, il a des activités d'enseignement importantes, puisqu'il est, à partir de 1873, professeur de composition décorative à l'école des Beaux-Arts, et peu après, il est nommé directeur des travaux dans les manufactures nationales, ce qui va amener donc Pierre Victor Galland a aussi contribué à la réalisation de cartons pour des arts appliqués, des cartons de tapisserie notamment. Alors, le père donc de Louis-Jacques, maîtrise, a une science toute particulière des représentations florales. On le remarque sur le tableau là dont vous avez la photo à gauche, et on retrouvera cette science des représentations florales chez son fils. Alors la réputation de Pierre-Victor est telle qu'il reçoit des commandes à l'étranger, et notamment pour les demeures de riches américains de la côte Est. Et on va voir tout de suite, très vite, que ça n'est pas rien, que ça a en partie, conditionné ou influé en tout cas sur le parcours de maître verrier de son fils. Alors Louis-Jacques lui-même passe par l'école des Beaux-Arts en section peinture dans l'atelier de Jean-Léon Gérôme à partir de 1874. Alors on peut supposer qu'il a pu prolonger sa formation à la peinture décorative sur les chantiers de son père. En revanche, on ne sait pas grand-chose pour l'instant, presque rien, sur sa formation au vitrail. Alors comment est-ce qu'il est arrivé au vitrail, comment est-ce qu'il a été formé au vitrail, on ne sait pas non plus par quels ateliers de peinture sur verre il est passé. Il est probable effectivement que pour se former, il soit passé par d'autres ateliers, mais pour l'instant, effectivement, la documentation ne fournit pas d'informations là-dessus, sur la manière dont il a acquis la maîtrise de la technique du vitrail. Alors, son œuvre n'est quasiment pas connue avant le début des années 1890, alors qu'il a déjà 35 ans. Ce qu'on retient généralement de son travail de peintre verrier, c'est principalement son œuvre religieuse, parce qu'elle est plus facilement accessible. Alors au premier rang de cette œuvre religieuse, il y a la série de 10 vitraux monumentaux sur le thème de la vie de Jeanne d'Arc, qu'il réalise
sur les cartons du peintre, d'après les cartons du peintre Esprit Gibelin. Hein. Donc il obtient cette commande à la suite d'un concours célèbre à l'époque, qui avait réuni les meilleurs artistes verriers de son temps. Hein. On pense à Félix Godin, associé au cartonnier peintre Eugène Grasset. On pense aussi à Charles Champignol, qui est associé dans cette commande au peintre Albert Maignan. Et c'est donc l'équipe Galland-Gibelin qui emporte le concours en déjouant les pronostics. Hein, donc il réalise ses vitraux entre 93 et 97. Alors on voit sur ces deux images que dans cet ensemble, il se montre fidèle à une approche historiciste du vitrail. Hein. On voit que les scènes sont inscrites dans des cadres néo-gothiques. Il est aussi fidèle à une technique traditionnelle, hein, du verre plat teinté dans la masse mise en plomb. Hein. Même si on peut constater dès maintenant qui manifeste un goût prononcé pour les effets décoratifs, hein, en rajoutant de l'émail, en rajoutant de la grisaille, hein, qui permet un rendu particulier des étoffes. Hein. On le voit dans la scène de l'arrestation de Jeanne d'Arc à droite. Alors son autre œuvre religieuse assez connue, ce sont les vitraux qu'il exécute, cette fois-ci à la fin de sa carrière, vers 1920, pour l'église Saint-Jean de Montmartre à Paris. Donc on en connaît en particulier deux grandes scènes, la multiplication des pains et la femme adultère, hein, qu'il réalise selon les cartons de Ernest Pascal Blanchard, hein, là aussi selon une technique traditionnelle. Et pourtant, hein, la grande majorité des commandes de vitraux qu'il a reçues dans sa carrière concernent le domaine civil et provient d'une clientèle privée. Hein. Le catalogue modèle de l'architecture recense pas moins de 72 commandes de ce type. Hein. Alors, l'inclinaison pour le patrimoine, pour le vitrail civil est particulièrement marquée chez lui, mais à l'époque ça fait partie d'une tendance générale, puisque à partir des années 1890 les commandes religieuses baissent, hein, alors qu'à l'inverse le vitrail civil connaît un vrai engouement. Alors son travail dans le domaine civil concerne surtout des édifices situés à Paris, hein, et à Paris donc exclusivement dans les arrondissements du centre et de l'Ouest, hein, dans le 8e, dans le 9e, dans le 16e et le 17e arrondissement. C'est dans ces arrondissements qu'on trouve son œuvre. Donc il travaille pour des banques, pour des sièges d'assurance, pour des hôtels de voyageurs, des restaurants, hein, qui font partie des programmes les plus importants à l'époque. Il travaille aussi pour des hôtels particuliers, mais surtout quantitativement, en tout cas, il travaille pour des immeubles d'habitation, ce qu'on appelle à l'époque notamment des maisons de rapport ou des immeubles de rapport. Et ce que montre le catalogue modèle de l'architecte, c'est qu'il travaille avec une grande variété d'architectes, hein, même si effectivement il y a des exemples de plusieurs collaborations avec un même maître d'œuvre. Alors, à ses débuts, hein, ce qu'il faut noter, c'est qu'il fait partie des peintres verriers français qui manifestent, hein, précocement un intérêt pour les nouveaux verres, qui sont dits verres américains, parce qu'ils ont été mis au point à la fin des années 1870 et au début des années 1880, hein, donc aux États-Unis, à New York, à la demande de peintres verriers, hein, des peintres verriers bien connus comme John Lafarge ou Louis Comfort Tiffany. Hein, donc ce sont les verres américains ont été mis au point pour ces peintres verriers
par des fabricants qui étaient souvent originaires, installés aux États-Unis, mais souvent originaires de l'Est de la France, du Luxembourg et de Belgique, hein, comme des gens comme Thiel ou Haidt. Hein. Je renvoie là à la conférence qu'avait faite Jean-François Alunot à la fin 2022. Alors ces verres, comme il l'avait bien expliqué, américains, qu'on dit américains en France, en fait aux États-Unis ils sont des verres opalescents, hein, ils offrent des reflets blancs ou irisés, ils présentent une coloration multiple et aléatoire et ils vont contribuer largement au renouvellement de l'art du vitrail et surtout du vitrail civil. Alors, là on va rejoindre un peu la filiation avec Pierre-Victor Galland. On peut penser que Louis-Jacques Galland a découvert cette innovation, ces nouveaux verres, grâce à un chantier de son père. Parce que Pierre-Victor reçoit au début des années 1880 la commande du décor peint d'une partie de la maison d'un très riche New-Yorkais qui s'appelle William Vanderbilt. Hein, et donc il réalise ce décor peint hein, qu'on voit sur la photo de gauche au début des années 80. Donc, et il se trouve que William Vanderbilt est le frère de Cornelius de Vanderbilt, hein, qui a fait aussi construire une maison au même moment et qui a fait appel pour la décoration de cette maison au peintre verrier John Lafarge, donc un de ceux qui est à l'origine de la création des nouveaux verres. Donc c'est sans doute par ce biais que Louis-Jacques est mis au courant de l'existence de ces nouveaux verres américains. Là je ne vous l'ai pas dit, mais donc vous avez à droite un vitrail qui est actuellement conservé au Metropolitan de New York, hein, et donc qui provient de la maison de Cornelius de Vanderbilt. Donc c'est sans doute par l'intermédiaire donc de chantier de son père que Louis-Jacques est mis au courant de l'existence de ces nouveaux verres, qui s'y intéresse, et on sait en tout cas qu'il se rend aux États-Unis en 1887. Alors il contribue à faire connaître les verres dits américains en France lors de l'exposition universelle de 1889. Alors, à l'exposition universelle de Paris 1889, les fabricants américains sont là, ainsi que donc les maîtres verriers américains dont je vous ai parlé tout à l'heure, Lafarge, Tiffany, Millet également. Donc, ces Américains exposent leur création dans ces matériaux. Mais il y a aussi à l'exposition de 1889 des Français, hein, qui utilisent, hein, qui sont les premiers en France à utiliser les verres américains. Alors il y a Oudinot, Lucien Bégul, mais il y a également Galland, hein, qui réalise une verrière entièrement en verre américain pour le stand du fabricant de meubles Kriéger, hein, qu'on voit donc sur la photo. Hein, donc on n'a pas de documents précis au sujet de la verrière, mais on sait que la coupole était en verre américain et on la devine sur l'image que je vous projette. Alors, en 1892-93, il reçoit une commande, hein, d'une association qui a des liens, elle aussi, avec les États-Unis. Hein. C'est donc le pendant français de l'association d'entraide protestante, hein, les YMCA. Donc le pendant français s'appelle l'Union chrétienne des jeunes gens, l'UCJG, et donc il demande en 92-93 à l'architecte Bénard de leur construire donc un nouveau centre, et là ils font appel à Galland pour la conception en vitrail donc de grands médaillons entourés de feuillage. Donc on voit à gauche un de ces vitraux donc en 1993 au moment de la protection monument historique, et puis à droite donc les vitraux en 2018, hein, qui avaient un aspect très lacunaire.
Donc il conçoit ces médaillons. Donc je vous ai dit, ou pas encore, que ces médaillons comportaient les noms des différents continents, hein, et au centre, des inscriptions empruntées à l'évangile de Jean. Alors, ces vitraux étaient réalisés entièrement en verre américain à relief, hein, des verres à relief chenillés, hein, avec des reliefs donc en forme de chenille, de couleur marron, bleu, violet, ocre, hein, et avec en haut, on le voit sur la photo de gauche, des cives incolores. Alors, à l'époque où Galland réalise ces vitraux, donc on ne produit pas encore les verres américains en France, ils ont donc dû être importés, hein, et sans doute que l'origine américaine de l'association commanditaire, hein, peut expliquer cette réalisation. Alors on peut comprendre quelle était la disposition originelle de ces vitraux grâce à deux documents, hein, cette gravure là à gauche, et puis une photo ancienne du salon, et on voit là sur ces documents qu'en plus des médaillons, les fenêtres avaient des bordures décoratives. Alors on connaît donc une autre réalisation de Galland en verre américain, hein, donc c'est un petit vitrail qui représente une fleur et qui est conservé au musée d'Orsay. Il est issu, ce vitrail, du fonds Ruprecht-Robert. Alors les verres opalescents américains étaient rendus très chers par les taxes à l'importation et à l'exportation, mais à partir de 1895, la verrerie, une des grandes verreries françaises, la verrerie Appert, hein, commence à en fabriquer une version industrielle, hein, sous la forme de verres laminés à divers reliefs avec des colorations multiples et aléatoires. Alors même que donc le matériau devient plus disponible et que Galland avait en quelque sorte été précurseur dans ce domaine, eh bien il s'en détourne. Hein. Alors on le voit dans ce qui est sans doute son plus beau chantier parisien, les vitraux de l'actuel cinéma La Pagode dans le 7e arrondissement. Alors au départ c'était pas un cinéma, c'était une salle des fêtes privée en fait qui avait été construite en 1895-96 par l'architecte Alexandre Marcel pour le directeur du Bon Marché, François-Émile Morin, hein, qui voulait l'offrir à son épouse. Donc à cette occasion, Alexandre Marcel supervise une sorte de réalisation japonisante totale, hein, qui associe tout un tas de techniques décoratives, la peinture, la sculpture, la céramique, mais aussi donc le vitrail. Alors les vitraux sont actuellement en restauration, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais la pagode va rouvrir en 2025 et fait l'objet d'une restauration complète. Donc en fait j'ai pas eu accès à ces vitraux, mais l'agence de l'architecte en chef Gattier, qui est chargé de la restauration, a bien voulu me transmettre, a transmis au service un certain nombre de photos, et puis j'ai aussi eu des photos par l'intermédiaire de l'atelier qui est en charge de la restauration, qui est l'atelier Vitrail France du Mans. Alors les deux principales scènes de la pagode, hein, sont réparties sur les ouvrants et sur les impostes de deux portes-fenêtres, hein. On voit là la première porte-fenêtre, donc ces vitraux représentent des paysages japonisants de bord de l'eau qui sont peuplés d'oiseaux avec une végétation luxuriante. Et les fonds sont constitués de verres à relief incolore. Alors on voit ici la deuxième scène sous deux angles différents, hein. Alors vu de loin, la découpe des verres,
le dessin irrégulier des plombs qui cernent les principaux motifs de la composition, l'irrégularité aussi des surfaces colorées pourrait faire croire, et c'est d'ailleurs ce que je pensais, pourrait faire croire que c'était des vitraux en verre de type américain colorés dans la masse. Eh bien, en réalité, grâce aux informations fournies par Vitrail France, il n'en est rien. Les vues rapprochées donc, de l'atelier de restauration permettent de comprendre que tous les motifs sont dessinés à la grisaille et peints à l'émail. Alors on le voit ici pour ce canard. Donc, son plumage, en fait, vous voyez, présente un certain éclat, une vibration, qui sont obtenues par la combinaison des couleurs, des effets de superposition des couches. Cet éclat, cette vibration sont aussi obtenues par l'irrégularité de la surface émaillée, comme on le voit sur les fleurs à gauche, dans ce vitrail. Donc Galland à l'émail combine des ponctuations colorées, qui créent des effets de marbrure. On le voit à droite là, notamment avec ces petites touches de bleu ou de vert sur des surfaces plus mates, qui pourraient donner l'impression de loin qu'il s'agit de verre américain. Alors là à droite, un autre détail qui lui est vraiment stupéfiant. Là il atteint avec les moyens de l'émail à une sorte de tachisme coloré qui produit des effets opalescents et irisants, qui sont vraiment typiques de ce qu'on pouvait chercher à faire avec les nouveaux verres américains, et que Galland obtient par la peinture à l'émail. Alors de ce point de vue, la verrière de la pagode le plus stupéfiant, c'est celui qui est dit du samouraï. Alors malheureusement j'ai pas des bonnes photos. C'est en fait un vitrail un peu plus petit qui montre un combat entre deux cavaliers. Donc lui il est dépourvu complètement de surface incolore. Il y a une découpe très complexe des verres. Les surfaces sont complètement saturées de couleurs avec des forts effets de contraste, des modulations de la surface colorée, des effets de diaprure, et tout ça est obtenu par la peinture à l'émail. Alors voici maintenant des photos des motifs qui encadrent la scène de combat dont je vous parlais tout à l'heure, et qui ornent aussi les verrières zénitales, parce qu'il y a 3 verrières zénitales. Alors ce sont on voit des bordures décoratives géométriques qui sont elles-mêmes peintes, et vous voyez que pour imiter de loin le plomb, eh bien, Galland a réalisé des cernes noires qui sont très épais. Alors, on voit aussi sur ces deux images, qui fait tout un travail de peinture à l'émail, qui fait ressortir les motifs en relief du verre, parce que Galland utilise là des verres à relief divers, des verres cathédrales, des verres chenillés, mais aussi vous voyez des verres à motifs en relief d'alvéole ou dit en marguerite, et par le travail de la peinture, il les fait ressortir, ce qui donne un caractère décoratif vraiment intéressant à ces verres. Alors on voit bien que Galland a cherché à la pagode, par les moyens de la peinture sur verre, au sens propre. Là il ne fait pas œuvre si on peut dire de vitraillisme, mais il fait œuvre de peintre sur verre, c'est de la peinture sur verre, et il réussit à reproduire certains effets des verres dits américains. Alors pourquoi ? Eh bien, on ne sait pas trop, mais on peut y voir, d'une part, on peut rattacher ça d'une part à sa formation de peintre décorateur, il maîtrisait parfaitement la peinture décorative, et puis on peut aussi y voir une question de coût,
il est certain que même si effectivement il y avait dès lors une production de verre dit américain en France, le coût n'était pas le même que celui de la peinture à l'émail. Alors les observations qui peuvent être faites à la pagode, elles amènent à questionner la technique qu'il utilise dans une autre de ses grandes œuvres civiles, qui est presque contemporaine de la pagode, alors qui n'est pas parisienne, donc je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais c'est quand même une de ses grandes œuvres, donc c'est important d'en parler. Donc il s'agit du vitrail qu'il réalise pour le casino d'Aix-les-Bains. Donc il est intitulé, ce vitrail, L'amour puise ses forces aux eaux bienfaisantes d'Aix-les-Bains. Donc il est réalisé en 1897, donc une année après la pagode, et il est présenté d'abord à Paris à l'exposition nationale de la céramique et des arts du feu. Alors à première vue, à part les carnations qu'on voit d'un plus près ici, les chevelures et les blasons qui sont peints dans un émail opaque, le reste semble être entièrement en verre à relief opalescent américain. Alors ce qui irait là dans cette réalisation, dans ce sens, c'est le tracé des plombs qui semble vraiment respecter le passage d'une zone colorée à l'autre. Mais ça mérite sans doute d'être nuancé, et ça mériterait, ça mérite d'être nuancé en attendant en fait une observation plus attentive, précise in situ en fait de la technique qu'il a employée pour cette verrière. Donc la question reste un peu ouverte. Mais la part de l'émail est sans doute plus importante que ce qu'on croyait. Alors en tout cas, il faut souligner sur cette verrière les effets décoratifs très précieux qui sont obtenus par la répétition de motifs complexes, notamment sur les tissus, et ça grâce à l'utilisation de l'émail ou de la grisaille. Vous les voyez sur la robe, ces motifs extrêmement soigneux et précieux. Et il est clair que en fait, l'utilisation de ce type de motifs, ils sont à l'opposé d'un art du vitrail qui chercherait à produire ses effets uniquement par l'usage de verres colorés à relief et par le jeu des lignes des plombs, ce qui était recherché par beaucoup d'autres maîtres verriers à la pointe de la modernité à l'époque, notamment Jacques Gruber. On est vraiment là dans une sorte, enfin, si on peut caricaturer, dans une approche qui est un peu opposée à celle de Gruber. Alors la technique qu'utilise Galland à la pagode de Paris, elle se retrouve bel et bien, ça on en est sûr, dans un édifice qui est construit quelques années plus tard par le même architecte que la pagode, Alexandre Marcel, et cette fois-ci à Bruxelles, entre 1901 et 1904. Alors le roi Léopold II avait beaucoup apprécié à l'exposition universelle de 1900 le panorama du tour du monde et sa tour japonaise, à laquelle avait participé Galland pour la décoration. Et donc il commande à Alexandre Marcel et à Galland pour les décors une réplique de cette tour japonaise pour son domaine de Laeken à Bruxelles. Alors contrairement à la légende, c'est pas le pavillon japonais de l'Expo universelle qui a été démonté et remonté à Bruxelles, c'est une construction neuve, mais sur le modèle de ce que Marcel avait réalisé pour l'exposition universelle. En fait, la seule partie qui a vraiment fait l'objet d'un démontage-remontage, c'est le pavillon d'accueil. Alors donc Galland réalise entre 1902 et 1904 une sorte de décor total dans la galerie qui relie l'entrée et la tour proprement dite. Donc il peint les plafonds, il peint une frise sur toile de 86 mètres de long et surtout il réalise 34 vitraux sur le thème, alors je cite, de la vie et des hauts faits de personnages héroïques du Japon. Et pour cela, il s'inspire des modèles donnés par des estampes japonaises.
Alors, ces vitraux, en fait, ils sont très proches dans leur conception, hein, du vitrail du combat, là, de samouraï, de la pagode dont je vous parlais tout à l'heure, hein, par la saturation des surfaces de couleurs, la complexité du découpage, hein, les effets de marbrure très élaborés, et puis le jeu au-delà effectivement de la coloration, effectivement, de peinture à l'émail et à la grisaille. Alors, là encore, c'est pas possible actuellement d'accéder à ces vitraux parce que le pavillon japonais il est fermé depuis plusieurs années. Hein, il présente des problèmes de sécurité, hein, donc il doit être restauré. Mais d'après donc une spécialiste du sujet qui a écrit un article qui fait référence là-dessus, Chantal Kozireff, les vitraux donc sont peints à l'émail sur les deux faces. Alors, je vais passer maintenant à un autre aspect de son œuvre, hein, qui est plus directement lié à l'inventaire que j'ai pu mener, et qui concerne les immeubles. Alors, oui, j'ai raté, je vous ai privé de la possibilité d'admirer deux autres de ces vitraux de Lécon. Hein, donc, autre part moins prestigieux de son travail, hein, ses interventions dans des immeubles parisiens, des immeubles dans lesquels il a été possible d'entrer. Alors ces réalisations ne sont en rien comparables, hein, aux projets de prestige qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui étaient destinés à l'agrément pour l'un d'un riche propriétaire, pour l'autre d'un roi, pour le troisième pour la clientèle d'une station fortunée d'une station thermale. Hein, bon, mais dans les réalisations qui concernent les immeubles parisiens, hein, dans les réalisations les plus élaborées, on retrouve le goût de Galland pour la peinture pour la peinture sur verre à l'émail, avec des effets d'ornement élaborés. Alors, quand il est sollicité par des architectes sur ce type de programme, hein, les immeubles de rapport, Galland intervient principalement dans les parties communes, dans les cages d'escalier, où là il peut apporter une touche décorative, hein, à des baies qui sont principalement destinées à procurer de la lumière aux communes. Et là, donc, il est dans un cadre contraint, hein, puisqu'il doit se soumettre aux logiques fonctionnelles, aux logiques stylistiques de l'architecture, aux demandes de l'architecte, et puis aussi, ce qui n'est pas moindre, aux contraintes de budget. Hein. Beaucoup de ces immeubles de rapport dans lesquels il intervient sont construits par exemple par des sociétés d'assurance qui attendent un retour sur investissement. Hein. Donc les constructions étaient bien évidemment dans l'Ouest parisien destinées à refléter le statut des occupants aisés de l'Ouest parisien, mais ils étaient destinés aussi à être rentables. Alors ce volet-là de l'activité de Galland est intéressant parce que il reflète, hein, l'activité courante d'un atelier de verrier à l'époque, hein, où la préoccupation artistique reste plus limitée. Alors on le voit, cette limitation de la préoccupation artistique, parfois, hein, on le voit presque caricaturalement avec les vitraux géométriques. Hein. Il arrive que parfois la commande, ce soit simplement la réalisation de vitraux géométriques. Hein. Si par exemple, dans cet immeuble de la rue de la Chaussée-d'Antin, donc en 1890-91, où il travaille sous la direction de l'architecte Nénaud, et où compose simplement une vitrerie en carreaux, simplement soulignée par des filets de bordures colorées. Même chose ou assez proche, donc sur un mode un tout petit peu plus élaboré, dans un immeuble du boulevard Saint-Germain, hein, au même moment, 1890, hein, où là il fait des filets entrecroisés, donc qui encadrent d'étroites bordures à motifs végétaux stylisés qui sont peints à la grisaille et au jaune d'argent. Alors dans une autre série de vitrail, hein, il réalise des verrières
peinte, hein, c'est de la peinture sur verre pour des cages d'escalier, mais avec une technique traditionnelle en grisaille et en jaune d'argent, donc sur un mode, enfin selon des styles historicistes, hein, empruntés à des modèles puisés dans les références historiques. Donc il le fait dans ces ensembles, dans ces immeubles. Donc les motifs peints se développent sur les bordures, hein, sur des verres incolores à relief, hein, souvent des verres cathédrales, hein, qui sont découpés en carreaux, hein, comme on le voit ici, et dont les plans forment une grille. Alors généralement les motifs décoratifs, hein, dans ces vitraux dits historicistes des immeubles de rapport, donc les vitraux ils viennent s'accorder au style de l'immeuble et des ferronneries de l'escalier, hein. On le voit avec cet exemple là que vous avez sous les yeux, d'un immeuble rue de la Pompe en 1900, un immeuble construit par Charles Génuis. Donc le décor rocaille qui est peint en jaune d'argent et qui est relevé de grillage, hein, de grisaille, pardon, s'articule donc avec les motifs de ferronnerie de la rambarde, hein, et ce décor se répète, hein, presque à l'identique d'étage en étage, hein, à tous les niveaux de la cage d'escalier. Alors il faut noter que les motifs néo-18e de ce type, hein, sont récurrents dans l'œuvre de Galland, et ils sont en accord avec une architecture d'immeubles qui à cette époque, dans les années 1890-1900, puise majoritairement dans le vocabulaire néo-18e. Alors, autre exemple du même type dans un immeuble de l'avenue Victor Hugo, hein, là on est en 1896, c'est l'architecte Levoy-Venel. Alors on retrouve le même principe de l'accord entre le style du garde-corps de l'escalier et les motifs décoratifs, hein, qui sont peints sur le vitrail, mais ici donc avec un peu plus d'élaboration que dans le cas précédent. Vous voyez qu'on a une double bordure décorative, hein, en jaune d'argent avec, des rehauts de grisaille pour la bordure externe, et puis en grisaille uniquement pour la bordure interne. Et donc les motifs sont peints sur des verres incolores cathédrales. Par contre, la partie centrale du verre, elle est en verre incolore traditionnel, donc sans effet de relief, hein, donc c'est pas les verres sont pas carroyés, hein, ils forment une sorte de maille ponctuée de sortes de cabochons jaunes. Alors le même type de technique de peinture à la grisaille et au jaune d'argent se retrouve dans un immeuble construit par Neynaud, avenue de Friedland. Mais là, et c'est pour l'instant le seul cas que j'ai trouvé dans l'œuvre conservée de Galland, les verrières décoratives ne sont pas dans la cage d'escalier, mais dans les appartements. Hein, donc ils viennent souligner un élément de scansion de la composition de la cour, hein, les bow windows. Hein, et ils étaient là pour éclairer la pièce principale des appartements. Alors on retrouve à chaque étage, hein, le principe de la répétition des mêmes motifs décoratifs. Hein. Cette fois le dessin est puisé dans le répertoire Empire. Alors, un autre exemple d'immeuble de rapport, rue de Courcelles, donc ensemble d'immeubles dus à Aldorf en 1895. Hein. On retrouve le style rocaille des deux premiers exemples, mais ici avec ici aussi avec un traitement décoratif au service de l'architecture, en cohérence avec le style de l'immeuble, mais là dans des espaces qui sont plus amples et qui sont plus travaillés. Alors on voit sur la photo de gauche que le vestibule forme une avancée sur la cage d'escalier, hein,
qui déborde de l'immeuble, hein, qui est en demi-hors-œuvre. Et ce vestibule, hein, est surmonté d'une verrière zénithale cintrée qui fait abondamment entrer la lumière et qu'on voit donc à droite. Hein, donc la bordure et le motif central de cette verrière sont traités en grisaille, hein, que l'on retrouve sur les fenêtres du vestibule, où les motifs s'accordent là avec un décor sculpté qui est plus abondant que dans les exemples précédents. Alors la cage, je vous dis, est très ample, avec une première volée droite et ensuite un escalier tournant à large repos et palier, avec une balustrade en ferronnerie à enroulement. Hein. On voit dans la photo de droite que ces motifs décoratifs sont repris dans la cage d'ascenseur, hein, qui prend place au centre des paliers et qui est encadré par des pilastres et des fausses baies en plein cintre avec des miroirs qui agrandissent encore l'espace. Alors, dans les baies des étages, Galland apporte là une note de couleur, hein, en recourant à la peinture à l'émail, orangée, verte, bleue. Hein. Le fond est encore une fois en vert cathédrale incolore avec un carroyage. Hein. Mais les motifs centraux en bas et en haut échappent à cette grille rigide avec des plombs qui épousent les tracés circulaires, hein, on le voit dans la photo du centre. Alors, si on ne connaît pas pour Galland d'albums de modèles, si vous voulez, hein, mais on sait que ce type de répertoire décoratif, hein, répandu dans le vitrail civil à l'époque, hein, de type historiciste, était diffusé à l'époque par un certain nombre de confrères de Galland, d'autres peintres verriers, par le biais de brochures publicitaires qui proposaient tout un répertoire de motifs et de scènes empruntés à différents styles, hein, qui correspondaient bien au goût éclectique de la clientèle. Alors là, je vous en montre, faute d'avoir un catalogue de Galland, je vous en montre un exemple avec l'album de modèles de l'atelier Pivin, hein, successeur de Michel et Pivin, qui comporte notamment donc des motifs décoratifs néo-XVIIe et néo-XVIIIe qui étaient proposés à la clientèle. Hein, alors ce type de catalogue propose aussi des vitraux qu'on appelait à l'époque des vitraux à végétation. Hein, donc on en voit ici dans le catalogue de Michel et Pivin. Donc ces vitraux dits à végétation, c'était des vitraux à sujets floraux, peuplés ou non d'animaux, peints à l'émail, alors montés au carreau aussi, et puis qui là encore bénéficiaient d'un grand succès auprès de la clientèle en raison de leur coût relativement raisonnable. Alors ce type de vitraux à végétation, hein, est particulièrement représenté dans les vitraux civils des immeubles de rapport de Galland, hein, puisque, comme on l'a vu dans les premiers exemples, hein, Galland excellait dans le vitrail peint à l'émail. Alors on le voit ici dans un premier exemple de vitraux de cage d'escalier peint à l'émail. Hein, donc c'est un immeuble là aussi de l'avenue Victor Hugo, construit par Le Voivenel en 1901. Donc les motifs sont peints à l'émail sur des verres cathédrales montés au carreau. Mais là on peut noter que, comme tout à l'heure, dans les autres exemples de cage d'escalier, la composition générale est en accord avec le décor néo-Louis XVI de l'immeuble et de la cage d'escalier. Alors on a des pots de fleurs, des rinceaux, des guirlandes végétales, hein, qui s'inscrivent dans une cohérence stylistique, hein, mais on peut noter que la végétation, les fleurs, la vigne vierge de la bordure aussi bénéficient d'un traitement qui n'est plus aussi stylisé que dans les précédents exemples, et d'un traitement qu'on peut qualifier de réaliste. Alors sur cet immeuble, je suis tenté de faire un parallèle entre le vitrail avec le traitement de la sculpture en façade, où on retrouve cette sorte de compromis entre l'historicisme néo-Louis XVI et puis les soucis de représentation réaliste, plus moderne, hein, qu'on observe bien sur la sculpture de droite. Alors,
Galland, c'est un point important de son travail, il développe progressivement dans ses œuvres civiles parisiennes entre 1899 et 1905 une stylistique florale qui est assez reconnaissable, hein, où la végétation est traitée avec réalisme et où elle est associée à des lignes, puis ensuite à des treillages réalisés à l'émail blanc. Alors on trouve les prémices de cet aspect de son œuvre dans l'escalier du pavillon Paillard, l'actuel pavillon Élysée, hein, qui se trouve sur les Champs-Élysées et qui a été reconstruit en vue de l'exposition universelle de 1899 par l'architecte Albert Balu. Alors l'escalier de ce pavillon, il comporte 4 vitraux sur verre. Alors cette fois-ci, c'est des verres incolores traditionnels à vide, sans carroyage. Donc je n'ai pas pu les photographier de l'intérieur pour l'instant, donc je n'ai que des photos de l'extérieur, mais on les voit assez bien. Donc on voit là on voit sur les photos le revers, hein, qui n'est pas la face peinte, et donc sur ces vitraux, Galland représente des fleurs qui alternent avec des feuilles, mais tout cela est très subordonné, hein, ici aux lignes des bordures blanches qui aux angles forment des entrelacs, hein. Alors l'année suivante, en 1900, Galland intervient sur un chantier d'un immeuble rue de Tournon, hein, aux côtés de l'architecte Georges Debry et avec un commanditaire qu'on va retrouver plus tard, hein, Gustave Gompel, qui avait fait fortune parce qu'il était propriétaire des grands magasins aux Dames de France, qui étaient implantés dans toute la France. Alors ici, Galland réalise un ensemble de 12 vitraux, tous peints à l'émail, hein, alors non seulement dans la cage d'escalier du bâtiment sur rue, mais aussi dans la cage d'escalier du bâtiment sur cour. Alors sur rue, hein, comme on le voit sur les photos, sur le bâtiment sur rue, donc l'escalier il s'inscrit dans une cage circulaire, hein, qui est située dans l'axe du vestibule. Alors, on voit à gauche le vestibule, la cage d'escalier donc circulaire est dans l'axe du vestibule, qui inclut au rez-de-chaussée aussi le passage vers la cour, et donc on voit que ce vestibule, que le sol de la cage d'escalier sont décorés de mosaïques, elles-mêmes ornées de motifs végétaux. Alors l'escalier, il présente lui-même une rampe très, très simple, hein, mais chaque étage est desservi par un ascenseur dont les grilles d'origine sont là encore conservées. Alors voici les vitraux donc, de la première cage d'escalier, hein, qui sont répartis à chaque niveau en 3 vantaux, hein. Donc sur les 5 premiers niveaux, on a le type de vitraux qu'on voit à gauche, hein, et puis on voit que le vitrail est plus développé au dernier niveau, hein, avec l'ajout d'un grand imposte. Alors les motifs sont ceux de fleurs traitées avec réalisme, qui sont là encore inscrites assez strictement dans les lignes de la bordure, des lignes qui présentent ici une forme champ tourné. Alors on voit ici des vues rapprochées des fleurs, avec au centre donc la disposition en bouquet des fleurs centrales, et puis là donc des détails de la partie supérieure de la baie du haut, hein, avec à gauche les fleurs dans un médaillon, hein. Alors ici maintenant la cage d'escalier sur cour, hein, avec où on retrouve les mêmes effets de correspondance entre les motifs du sol en mosaïque et ceux des vitraux, hein. Et puis donc les vitraux de ce côté-là sont un peu moins développés, les baies sont moins larges, des détails, hein, qui permettent, grâce à la qualité de la lumière, d'apprécier, hein, le travail de peintre de Galland, dans ce cas où il joue sur l'épaisseur de la matière picturale pour réussir à faire vibrer la couleur. Alors cette technique et cette stylistique se retrouvent en 1903 dans un vitrail qui est exécuté par Galland
à l'hôtel Regina, hein, qui est signé, lui, hein, c'est la marque des œuvres que Galland considérait comme importante, hein, il ne signe pas la plupart de ses réalisations dans les cages d'escalier, d'immeubles, et là donc c'est pour l'hôtel Regina. Donc on retrouve le cadre le cadre blanc à l'émail blanc donc du décor, mais qui prend là, hein, contrairement au cas précédent, la forme d'un véritable treillage où s'accroche avec plus de liberté, hein, qu'avant des plantes florales grimpantes. Hein, vous voyez ces fleurs qui sont sur le treillage, hein, mais qui tendent à déborder ou à pendre. Alors cette formule-là, hein, qui est un peu une des marques de fabrique de Galland, eh bien il va la développer à une toute autre échelle l'année suivante, en 1904. Hein, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve avec le même commanditaire que Ruth Tournon, hein, donc le fameux Gustave Gompel des magasins aux Dames de France, et puis avec le même architecte. Hein, donc c'est vraiment un exemple de nouvelle collaboration à trois, et où là, manifestement, Galland a eu plus de liberté de création. Hein, alors on voit que la cage d'escalier donc est accessible par un vestibule à colonnes. Hein, alors cette cage d'escalier est en elle-même assez simple et assez étroite, hein, mais les vitraux ils frappent vraiment par l'ampleur de leur développement. Là, dans ce cas-ci particulier, ils ne sont plus subordonnés au traitement architectural et au style général de l'édifice, mais ils acquièrent une sorte d'autonomie et ils sont vraiment le point focal de la composition. Et c'est impressionnant, ils transforment l'espace en véritable cage de verre coloré. Hein, même si alors l'effet tel qu'on le perçoit actuellement, il a été un peu amoindri par le fait qu'il y a un plancher qui a été inséré sous la verrière qui est dans la cour. Hein, et puis donc on a une grande verrière sur la partie de la cage d'escalier qui donne sur la cour. On a une grande verrière, enfin on a une cage d'escalier de ce côté-là qui est entièrement ajourée. Hein, la verrière se déploie sans discontinuité sur toute la hauteur de l'escalier, soit sur 6 niveaux, et en face, donc toujours dans la cage d'escalier, on a du côté sud en plus, ce qui est inédit, hein, dans ce que j'ai vu, donc on a en plus 6 grandes verrières rectangulaires, une par niveau, qui ajourent à chaque niveau les appartements. Hein, donc il y a des vitraux qui donnent sur les appartements depuis les cages d'escalier. Alors ces vitraux, je pensais qu'ils donnaient sur des pièces principales, mais non, ils donnent sur des pièces secondaires, sans doute pour des raisons d'intimité, de préservation de l'intimité. Et en tout cas, c'est vrai qu'actuellement, l'effet est aussi un peu amoindri par le fait qu'un certain nombre de propriétaires, sans doute pour se cacher, ont mis des planches ou des espèces de derrière qui font que effectivement l'effet de l'expression comme ça du verre à la lumière est plus difficile à saisir, mais tout ça est bien sûr réversible. Alors donc ces vitraux, cet ensemble de vitraux, ils représentent des treillages de jardin, hein, dont les formes sinueuses, constituées de courbes et de contre-courbes, se terminant en volute, excèdent de beaucoup les bordures. Hein, et à ces treillages donc, sont suspendus, comme tout à l'heure à l'hôtel Regina, mais avec beaucoup plus d'ampleur, donc des plantes grimpantes. Alors on reconnaît surtout des vignes vierges, des clématites, hein, comme sur la photo, mais également des capucines. On s'ajoute à ce vocabulaire floral, donc en bas donc au premier niveau des tournesols, hein, et donc dans les deux photos de détail de clématites qu'on voit à droite et en bas, hein, on peut apprécier le traitement très réaliste des fleurs de clématite et les modulations colorées de l'émail dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Alors ici, pour le plaisir des yeux, des détails de vignes vierges, hein, et de clématites. Alors on ne peut que être tenté, hein, face à un tel ensemble de rapprocher le travail de Galland de l'esprit Art Nouveau,
mais il faut le faire avec prudence, car si ces vitraux sont le témoin assez exceptionnel de l'engouement pour le vocabulaire floral, ils sont très éloignés en fait de l'esprit que défendait Guimard, hein, qui pour qui le vitrail devait être subordonné à la cohérence de l'ensemble, hein, et ne devait retenir de la nature que des lignes stylisées qu'on connaît bien, dites en coup de fouet, hein, qui devaient être développées selon un système logique, loin d'une représentation réaliste, hein. On pense aux vitraux pour le Castel Béranger, on pense aux vitraux pour l'hôtel Mezzara. Et ces vitraux de Galland, hein, par rapport à la question de l'Art Nouveau, ils sont également éloignés d'expériences dont je parlais déjà tout à l'heure, qui visaient à réduire l'importance de la peinture dans le vitrail moderne, hein. Là, il ne s'agit que de peinture sur verre, c'est uniquement de la peinture sur verre. Donc, à côté de la référence, bon, sur laquelle on peut avancer prudemment sur l'Art Nouveau, il faut retenir dans cet ensemble le goût pour le XVIIIe siècle, hein, dont il témoigne aussi, avec les treillages qui évoquent les jardins d'époque classique et les lignes chantournées inspirées du répertoire décoratif en vogue, hein, donc dans le style rocaille. Alors, ce type de décor de plantes grimpantes se retrouve encore une fois, enfin en attendant d'en découvrir d'autres, j'espère, donc une année après, là on est en 1905, dans un autre contexte, cette fois-ci un contexte assez différent, puisqu'on n'est plus à Paris, on est en banlieue, à Saint-Germain-en-Laye, dans une maison. Alors, je vous signale que cette maison-là, contrairement au précédent exemple, est facilement accessible. Vous pouvez très, très facilement y aller parce qu'actuellement, c'est un bâtiment qui abrite l'office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'était à l'origine un édifice privé, donc commandé par Léon Desoyer, le maire de Saint-Jean, hein, donc qui acquiert la maison pour lui-même en 1884. Et donc en 1905, il demande à un architecte local qui s'appelle Jean, son nom de famille, d'agrandir la maison de 2 corps latéraux, dont l'un qu'on voit sur la photo de droite, qui sert de jardin d'hiver. Et alors ce jardin d'hiver, eh bien, qui sert actuellement de café à côté de l'office de tourisme, eh bien, il est ajouré par de grandes portes-fenêtres, hein, et les portes-fenêtres sont entièrement ornées de plantes grimpantes, là encore, des glycines, des clématites, des capucines, de la vigne vierge. Mais cette fois-ci, contrairement à la rue de l'Arcade, eh bien, ce décor de plantes est complètement dépourvu de treillage. Et les motifs peints à l'émail sont pas sur des verres cathédrales, mais des verres montés au carreau, hein, toujours, mais pas des verres cathédrales, mais des verres traditionnels, incolores, à vitre, hein, parce que les exemples que je vous avais montrés précédents, finalement, ils permettaient avec le verre cathédrale de voir ou de bénéficier de la lumière sans être vu. Et là, l'idée, au contraire, c'est de favoriser les interactions entre l'intérieur et l'extérieur, hein. Donc, on le voit très bien. Alors, bon, là, je vous montre des détails donc, du décor peint, hein, qui fait beaucoup penser à celui qu'on a vu précédemment, avec des clématites, des capucines, puis un autre type de fleurs grimpantes là, que j'identifie pas, mais que certains d'entre vous sauront reconnaître sans doute. Voilà. Et puis, donc l'interaction extérieure-intérieure qui est très visible, hein, sur cette photo. Hein, on a l'impression en fait que finalement le jardin rentre à l'intérieur et que les plantes sont peintes à l'intérieur pour former une sorte de prolongement du jardin. Alors je vais terminer en évoquant, hein, une autre typologie de verrière importante quand on veut retracer l'histoire du travail de Galland. Hein. Il s'agit de vitraux conçus pour les coupoles de plusieurs édifices civils parisiens, des édifices caractéristiques de la modernité économique de l'époque, hein, que ce soit des halls de banque ou de sièges de sociétés d'assurance, ou encore de grands hôtels ou de restaurants, hein. Donc ce sont des couvrements zénithaux spectaculaires, hein, qui ont été permis
par la maîtrise des structures métalliques de grande portée, qui sont dans certains cas laissées apparentes, dans d'autres cas dissimulées derrière un habillage de pierre. Donc Galland reçoit la commande du décor de plusieurs de ces coupoles de verre. Donc on peut répartir ce travail dans ce domaine en deux catégories. Dans une première catégorie d'édifices, il recourt à la technique traditionnelle de la peinture à la grisaille et au jaune d'argent sur verre incolore à relief, qu'on a vu tout à l'heure dans les premiers exemples de cages d'escalier, mais qui sont ici mises en œuvre à une toute autre échelle. Alors, le hall qu'on voit ici, c'est le hall de la société d'assurance L'Équitable des États-Unis, qui est situé tout près de l'Opéra et qui a marqué suffisamment les esprits à l'époque de sa construction pour être édité, pour que les photos soient éditées en carte postale. Alors c'est un ensemble qui est dû à l'architecte Bouvard, qui date de 1908 et qui lui est heureusement conservé, même s'il n'est pas encore, je dirais, protégé monument historique. Donc le hall est constitué, le hall forme un espace circulaire qui est scandé par des piliers à chapiteaux, comme on le voit à gauche, entre lesquels prennent place de hautes arcades qui ouvrent sur des galeries latérales et où prend place d'un côté un grand escalier à montée divergente. Alors les vitraux ici de Galland, ils s'accordent à l'échelle monumentale de l'espace et ils s'intègrent à une décoration d'ensemble qui est inspirée de la seconde moitié du XVIIIe siècle et à laquelle participe aussi la mosaïque du sol, les éléments sculptés des piliers, les balustrades en ferronnerie et en pierre et donc également, oui, j'ai parlé des balustrades des galeries et de l'escalier. Alors la coupole, voici la coupole peinte par Galland. Donc elle est peinte de motifs répétitifs, de rinceaux, de guirlandes de fleurs, de chandeliers, de flambeaux, dont le traitement, donc en peinture à l'émail et au jaune d'argent, est destiné à ne pas gêner l'éclairage naturel de l'espace. Un ensemble vraiment impressionnant par sa hauteur et par son ampleur. Donc Galland réalise également dans ce hall les vitraux de l'escalier, un par palier, qui sont peints, de chutes de fleurs, de chandeliers sur les côtés, et puis de flambeaux croisés au centre, de feuilles de chêne, de rubans. Ils sont également ornés de médaillons, donc un médaillon en bas qui porte le monogramme E, sans doute pour équitable, puisque c'était les assurances, l'Équitable des États-Unis, et puis une rose couronnée en haut, alors peut-être l'emblème de la société d'assurance, ainsi que dans le cartouche du haut, la devise « pas pour un jour, mais pour toujours », devise d'assureur. Alors, donc, la commande à Galland de cet ensemble pourrait s'expliquer par une logique de proximité avec un autre de ses travaux qu'il avait réalisé peu avant, selon la même technique. Et c'était pour la verrière zénitale, donc du bâtiment situé juste en face, le Grand Hôtel, rue Scribe, qui est juste à côté de l'Opéra. Donc cette commande-là, dont vous avez la photo, grâce à la documentation issue du casier archéologique de la commission du Vieux Paris, donc cette commande, elle a pris place dans le cadre des travaux de rénovation du Grand Hôtel. Un Grand Hôtel avait été construit sous le Second Empire et il a été rénové entièrement par Nénaud, toujours Nénaud qu'on a vu plusieurs fois rencontrer l'œuvre de Galland, donc entre 1905 et 1907, et donc cette rénovation donne lieu à l'aménagement d'un jardin d'hiver. Alors vous voyez que le couvrement en verre prenait l'aspect d'une tente, qu'il était peint de peinture
répétant donc des motifs de type empire, hein, des couronnes de laurier en particulier. Alors c'est un espace hein, qui malheureusement a été plusieurs fois rénové, hein, dont la verrière a disparu. Alors il y a eu une première rénovation dans les années 30, hein, et on voit une photo des années 50 où la verrière était encore conservée, mais on ne voit pas très bien, donc c'est à gauche si le décor de Galant avait été maintenu. Et puis dans les années 70, en fait, la verrière a été remplacée par un plafond lumineux à la mode. Donc, une autre verrière zénitale était due à Galant et empruntait sans doute cette même technique. Hein. C'était la première qu'il avait réalisée à l'occasion de la construction de l'Élysée Palace sur les Champs-Élysées en 1899, un bâtiment dont les façades et toitures est protégé, dû à Georges Chédan. Alors le motif n'est pas très lisible, donc là encore c'est la documentation du casier archéologique de la Commission du Vieux Paris, donc il n'est pas très lisible, hein, mais on peut penser qu'effectivement c'était une technique assez proche de celle qu'il a utilisée dans les deux exemples précédents. Là, le décor a été détruit dès 1919 lors du rachat du palace par le Crédit commercial de France. Alors, donc, avant-dernier exemple des œuvres de Galant, donc les verrières réalisées pour le hall de la Société Générale. On est toujours à côté de l'Opéra, hein, donc c'est une verrière qu'on peut rattacher à une seconde catégorie des coupoles en verre du à Galant, puisque là les motifs décoratifs ne sont pas peints, hein, mais ils sont dus à l'assemblage de verres à relief colorés dans la masse. Alors l'intervention de Galant ici, en 1912, s'inscrit dans le cadre de la reconstruction de l'intérieur de l'îlot, hein, dans une sorte d'opération de façadisme avant l'heure que dirigeait l'architecte Jacques Herman. Alors l'usage de cette technique, hein, de verre à relief coloré dans la masse marque pour Galant une sorte de retour à la vérité du matériau, dans un espace où justement l'impressionnante structure métallique est laissée à la vue et pas, comme tout à l'heure, masquée par des maçonneries. Alors, donc, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer donc, la structure métallique, hein, qui chapeaute et protège le dôme de verre et qui est visible, qui n'est pas dissimulé, qui est visible depuis les étages hauts. Sur les côtés du hall, hein, de la banque, ont été représentés, comme on le voit à droite, les blasons des 4 principales villes françaises, au moins pour leur statut économique, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Donc leurs blasons sont inscrits dans des feuillages de chêne, hein, et dans les équations de la coupole, hein, se trouve représenté en vitrail le monogramme SG pour Société Générale. Hein. Alors au-dessous des blasons des principales villes, hein, sont inscrits, hein, en bas les noms d'autres villes accompagnés de palmettes et de torchères. Alors on voit que les vitraux sont là aussi pour souligner les lignes de force de la structure architecturale par des bordures de feuilles de chêne. Alors on les voit là sur ces vues rapprochées, des vues intérieures et extérieures, hein. On voit que Galant a recouru à l'assemblage de divers verres à relief, hein, des verres chenillés surtout, teints dans la masse de couleurs majoritairement ocre. Hein. Alors ces couleurs sont parfois homogènes, comme ici. Elles forment d'autres fois des effets des marbrés, hein. Et puis s'y ajoutent des verres opaques, plus opaques, en fait, enfin plutôt des verres lisses, opalescents, foncés. Alors on retrouve ce type de bordure dans les vitraux donc, du grand escalier monumental.
Alors ces verres à relief là dont je parle, avec des colorations produisant des effets opalescents ou irisants, hein, appartiennent à la famille des verres dits qu'on peut dire américains, même si ce sont des verres industriels. Et donc effectivement, la Société Générale me permet de boucler la boucle, hein, et par rapport au début de mon exposé, au début du travail de Galland, qui était très orienté vers la découverte de nouveaux matériaux, de nouveaux verres. Hein, et je peux donc m'arrêter là, mais en vous signalant quand même que le grand hall que vous avez sous les yeux, le grand hall de la Société des assurances mutuelles rue Boissy d'Anglas, était lui aussi couvert d'une verrière qui, d'après ce qu'on peut voir sur les photos qu'on en conserve, donc ce qu'on peut en deviner, était constituée, donc ces verrières étaient constituées de motifs définis par la découpe des verres, leur coloration teintée leur coloration dans la masse et leur assemblage au plomb. Alors cette verrière, elle, a été détruite, ou j'espère seulement masquée par le décor du Bouddha Bar, hein, que vous pouvez admirer ici. Mais bon, je reviens quand même assez vite à des photos de Galland qui ont quand même ma préférence. Voilà, et je vous remercie.